Bonsoir mesdames, je suis très très contente d'être là. Je sais pas celles qui sont venues parce qu'elles viennent tous les lundis soirs et celles qui sont venues parce qu'elles sont sur le groupe WhatsApp ou levez la main, non je rigole. Non mais celles qui me connaissent de WhatsApp ou de Internet ou je sais pas. En tout cas, je suis très très contente de vous voir. C'est un honneur pour moi. Comme vous savez, je suis psychothérapeute, conseillère conjugale à Jérusalem. Et là, j'étais de passage à Paris pour le mariage de ma sœur. Et donc, merci. Et donc, du coup, voilà, on m'a proposé de donner quelques cours, conférences, tout ça. Donc, voilà. Alors, je voudrais d'abord remercier Chaya Tibi qui m'a invitée, qui m'a fait cet honneur, et vous remercier, vous, de vous être déplacée, parce que c'est pas si simple de se déplacer quand on est une femme et qu'on a tellement de choses à faire. En plus, on n'est pas très loin de Pessah. Donc, je sais que c'est pas simple. Et en plus, que c'est... Et c'est Rosh Chodesh Nissan, donc c'est vrai. Faites l'honneur. Donc, Kol HaKavod. Kol HaKavod. Oui, Refoua Shema à tous nos malades. Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, que ce cours, il nous ouvre des portes maintenant. Je veux quand même vous dire que c'est pas... alors, j'ai envie de dire qu'il nous ouvre les portes intérieures parce qu'on va essayer de comprendre un petit peu nos émotions, comme vous connaissez le titre. On va se comprendre, nous, pour mieux nous épanouir. Maintenant, je voudrais juste vous prévenir avant, j'essaie de dire ça avant, c'est que c'est pas un cours de Torah, d'accord? Je m'excuse, je suis pas rabbinite, mais c'est un cours pour essayer de se comprendre. Et comme, justement, on a besoin de se comprendre pour justement mieux pratiquer et se rapprocher d'Hachem, donc je pense que finalement, ça se lie l'un dans l'autre, puisque plus je vais bien et plus je suis proche de mon Créateur et plus je suis proche aussi de tout ce qu'il me donne à vivre et je suis en connexion et en phase et épanouie, je serai capable de donner de l'amour autour de moi et d'être une lumière pour ceux qui m'entourent et pour moi-même aussi. Voilà. Vous avez vu sûrement le titre, c'est être à l'écoute de ses émotions, comprendre son être intérieur. Alors, ce titre, donc justement, j'ai envie de dire, c'est la base pour se comprendre, ça va être de comprendre notre émotion. On sait qu'on a des émotions de manière générale, mais on ne sait pas toujours les lire, on ne sait pas toujours les comprendre, on ne sait pas toujours quoi en faire, on ne sait pas toujours pourquoi elles sont là, pourquoi elles arrivent d'un coup, pourquoi parfois on est envahi de sentiments, pas toujours positifs malheureusement, et on ne sait pas d'où ça provient, on ne sait pas l'origine. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va aussi comprendre ce que c'est véritablement une émotion, et on va voir comment c'est lié en fait de comprendre son être intérieur avec l'émotion. En fait, l'émotion, c'est quoi? C'est une énergie, finalement. C'est une énergie et elle se crée au sein de notre esprit. Maintenant, son intensité, sa force, son importance, elle va être en rapport avec le vécu de chacun. C'est-à-dire, on a tous un vécu différent. Et donc, on a tous un ressenti différent. Myriam, elle va voir une scène, ça va lui causer une certaine émotion. Hana, elle arrive par-dessus, ça va rien lui faire du tout. David, il arrive, lui, ça moitié-moitié, mi-figue, mi-raisin. Chacun va avoir son émotion, d'accord? C'est très, très personnel. Et on ne peut pas juger l'émotion de l'autre, on ne peut pas juger le ressenti de l'autre. C'est pas condamnable. Parfois, on dit quoi, mais il ressent rien. Il y a toujours en vérité, vous allez le voir, j'espère, à travers ce cours aussi, toujours une explication. C'est jamais par hasard qu'une personne va ressentir, une personne va pas ressentir, une personne va ressentir moyen. Et c'est parce qu'il y en a un, ça va lui faire résonance. Ou parfois, on va voir une scène, on va dire, mais alors, vraiment, je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Il s'est rien passé là. Pourquoi tu te mets dans cet état? C'est n'importe quoi. Là, on est déjà dans le jugement du ressenti de l'autre. Et on ne peut pas se permettre, parce qu'en réalité, un ressenti, ça vient exprimer un passé finalement, un vécu. D'accord? Et aussi, une émotion, c'est quoi? C'est un panneau de signalisation. Ce que je dis toujours, pour m'aider moi à me comprendre. Ça veut dire, j'ai un passé, d'accord? J'ai eu certains événements dans ma vie que parfois j'ai mal digérés, mais j'en ai pas conscience. Quand plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on ne sait pas exactement à quel moment, ou même tout au long de ma vie, je ressens certaines émotions qui m'accompagnent. Et je ne sais pas toujours pourquoi. Quand j'ai pas appris depuis l'enfance à lire mes émotions, à les comprendre, à les nommer, eh bien, finalement, je ne sais pas qui je suis. Je n'arrive pas à digérer mes événements antécédents. Et je traîne ces bagages avec moi. Quand je parle, évidemment, quand ce ne sont pas toujours des émotions positives et encourageantes, et motivantes, d'accord? Quand je sens que c'est des émotions qui me bloquent, qui m'empêchent d'avancer, qui me freinent,
eh bien, évidemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler et que je dois écouter absolument ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, on va évidemment détailler tout ça. Maintenant, en fait, comment je vais arriver à comprendre mon émotion ? On va en parler encore plus, mais d'abord, le plus important, le sujet du cours qui va nous aider à comprendre cette émotion, c'est d'abord de comprendre que tous, en tant qu'êtres humains, de la conception à peu près 10 ans, tout ce qui va se passer dans mon enfance, eh bien, ça va s'imprégner en moi et ça va me donner... je vais vivre des expériences anodines ou douloureuses à ce moment-là. Maintenant, je vais être blessée à certains moments de ma vie, de 0 à 10 ans. Alors, je ne parle pas de blessée physiquement, on a compris, hein, au niveau émotionnel. Et ces blessures-là, c'est elles qui vont me construire en tant qu'adulte, finalement. Maintenant, selon chaque enfant, selon chaque personne, donc selon chaque enfant, un même événement, il va être perçu différemment. Un enfant, on remarque bien en tant que maman, j'imagine qu'il y a beaucoup de mamans là dans la salle, on voit bien qu'un enfant, je vais avoir oublié de lui donner son cadeau que je lui avais promis, il va se rouler par terre. L'autre va dire ah c'est pas grave maman quand tu auras le temps. C'est très personnel. On va se dire ah, regarde celui-là c'est un bijou et celui-là pas possible. Mais en fait c'est parce que on est tous différents. Donc on a tous une façon différente de prendre les événements et on le voit déjà à l'âge d'un enfant. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de raisonné. C'est pas, j'ai pas fait exprès et quand on a adulte, on dit ah mais j'aurais préféré moi être calme, ne pas pleurer, ne pas. Mais c'est plus fort que moi. Je sens que non, j'arrive pas. Là, ça, j'arrive pas à surmonter. Maintenant, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la charge émotionnelle, elle est différente selon chaque personne. D'accord ? Maintenant, selon la nature et le caractère de la personne. Maintenant, pour l'enfant, ça va être... Donc l'enfant aussi, moi, maintenant je suis un adulte, alors on a l'habitude, quand on parle d'enfant, de penser à l'enfant que j'ai. Mais moi aussi, j'ai un enfant en moi. Mon enfant intérieur, avant d'être une adulte, j'étais un enfant. Et en fait, cet enfant-là, il a été blessé quand il était petit. Et il grandit. Et là, on croit qu'une fois qu'on grandit, c'est du passé, c'est pas grave, allez, passe à autre chose. C'est pas grave. Non. L'enfant qui est en moi, il crie. Et des fois, parfois, je me surprends en train de pleurer ou d'être triste ou pas être bien. En fait, pourquoi ? L'enfant qui est en moi, il est triste, il n'a pas été soigné et donc je transporte en fait cet enfant en moi. Et tant que je ne l'ai pas consolé, tant que je ne l'ai pas écouté, cet enfant, quand je ne suis pas à l'écoute de cet enfant intérieur, eh bien, ça va avoir des conséquences sur aussi mes enfants d'ailleurs, ou sur mon mari, ou sur mon entourage, ou sur ma vie. D'accord ? C'est simplement une conséquence de je ne suis pas entendu moi. D'accord ? Maintenant, voilà, ce qui est important aussi à retenir, c'est que oui, j'ai été blessée. Pas forcément intentionnellement, bien sûr, on le voit bien, même malheureusement avec nos enfants, souvent j'entends, mais après je regrette, j'ai dit des mots que je voulais pas dire, et je pleure après seule dans mon lit, et je sais que je lui ai fait du mal. Et, vous voyez, pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'adultes, parfois, on est dépassés, on a beaucoup de choses à faire, on a le travail, on a ci, on a ça, bon. Et du coup, évidemment qu'on ne va pas contrôler nos paroles avec parfois nos enfants. Nos enfants, eux, vont être blessés. Donc, nous aussi, quand on était enfants, c'était la même chose, on a compris. On a été blessés. Et quand on a été blessés, ça peut être par nos professeurs, par nos parents, tous les adultes autour de nous, nos oncles, nos tantes, nos grands frères, nos grandes sœurs. Et en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas voulu, forcément. Et en fait, sans le savoir, si on ne soigne pas, si on ne traite pas, on répète une chaîne de souffrance. Que tant qu'on n'a pas décidé de rompre, ou tant qu'on n'a pas réussi de regarder en arrière, on n'a pas écouté cet enfant intérieur en nous, on va continuer en fait sur cette même chaîne, vous voyez ? C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas que à ma petite personne. J'ai une conséquence pour le futur aussi. C'est pour ça qu'on a cette responsabilité de s'écouter, de traiter, de soigner, de comprendre cet enfant pour que justement mon entourage aussi s'en porte mieux finalement. Parce que des fois on me dit non mais c'est égoïste si je pense qu'à moi. Non, c'est pas égoïste. Si toi tu vas bien, tu vas voir tout le monde autour de toi ira bien. Et finalement donc c'est au contraire une preuve d'amour. Pas forcément que c'est pas vis-à-vis de toi, c'est même aux autres que tu le dois. Et j'ai même envie de dire, même aux parents qui sans le vouloir ont blessé ou quoi, eh bien, s'ils voient que je suis mal, ils vont être mal eux aussi. S'ils voient que je m'en suis sortie, que finalement ça va, ils sont bien, ils sont contents. Et ça rompt aussi, parce qu'eux aussi ils ont été blessés, ainsi de suite. Donc ça rompt cette chaîne de souffrance. Et j'ai rendu service finalement même aux autres générations, puisque je refais un nouveau départ. On est dans un nouveau schéma. Donc j'ai tout changé et on peut mieux repartir. Donc j'ai rendu service et au passé et au futur. Vous voyez, bon, et forcément au présent. Maintenant, les blessures psychologiques dont je vous ai parlé, on va les détailler, elles vont conditionner notre personnalité. Et c'est ce qu'on appelle en fait, dans la psychologie, on va appeler ça le faux self. C'est quoi le faux self ?
c'est la construction de la personnalité basée sur des mécanismes de défense qui nous coupent de notre nature profonde. En fait, quand je suis enfant, par exemple, on va voir, je vais voir que si je crie trop, ou si je crie trop, si je fais un peu trop de caprice, par exemple, je vais voir, ça ne plaît pas du tout à mes parents, ou c'est très mal reçu, et j'ai, en tant qu'enfant, qu'une envie, c'est d'être aimé et reconnu. On va voir qu'en vérité, bien sûr qu'en tant qu'adulte aussi, on n'a qu'une envie, c'est d'être aimé et reconnu, et accepté, reçu en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche quand on voit que ça ne marche pas? D'ailleurs, il y a des enfants au départ, ils comprennent pas, ils vont se rouler par terre, ils vont faire des caprices, ils vont être insupportables. On va dire mais pourquoi? Mais en fait, eux, c'est leur méthode pour attirer l'attention. Ils ont remarqué que quand ils crient, les parents ils s'arrêtent de faire ce qu'ils étaient en train de faire et là ils vont se pencher sur lui. Donc ils disent bon ça marche, alors je continue, d'accord? Alors oui, c'est pas la solution dans le sens pour son épanouissement, évidemment que c'est pas bon. Mais lui, ce qu'il sent, c'est que de cette façon, il obtient de l'attention. Donc il continue, d'accord? Bon, alors il y a ce genre d'enfant, mais il y a aussi le genre d'enfant où il va vouloir toujours être parfait. Parce qu'il sent que quand il est parfait, il ramène les bonnes notes et tout ça. Il est reçu, il a un petit cadeau, il a une attention, on lui dit qu'on l'aime, qu'il est génial. Ça marche, donc on continue. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'adulte? Ça veut dire que même plus tard, je vais continuer ce mécanisme de fonctionnement. Et en fait, c'est un mécanisme de défense. J'ai une patiente justement, c'est un cas très intéressant. Dans son enfance, elle me dit, ma mère, toujours, elle me criait. Toujours, elle me disputait, mais j'avais l'impression que je fasse blanc, noir, gris, ce qu'on veut, et j'étais toujours en tort, toujours. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, en fait, là, donc, évidemment, je lui parle, elle est mariée, elle a des enfants, elle a un mari, tout ça. Et nous, en fait, elle était venue me voir à la base pour parler sur son couple, ok? Pas forcément sur le passé, l'enfance et tout ça. Et on s'apercevait que son mari, c'était quelqu'un de très perfectionniste, qui était toujours en train de lui reprocher quelque chose, même si elle faisait 1 milliard d'efforts, voilà. Ah, oui, la même chose, voilà, oui, c'est ça. Alors elle faisait toujours énormément d'efforts et ça fonctionnait pas. Et elle était toujours dans le même week-end. Je lui dis, mais c'est pas par hasard. Si votre mari, il est comme ça, et c'est parce que dans votre passé, vous avez cherché en fait, parce que dans son passé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait, avec sa maman, une relation très conflictuelle. En grandissant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, elle s'est plongée dans les études et elle était devenue brillante. Et en étant brillante, elle s'est dit, je vais avoir la paix. Mais en fait, même en étant brillante, malheureusement, elle n'avait pas la paix. Mais c'était son refuge. Et quand elle était à la maison, elle prenait toujours un livre, elle lisait, comme ça, elle n'entendait rien, elle se plongeait dans les livres. Et puis, elle essayait en fait quoi? D'être irréprochable. Elle avait entendu trop de reproches et c'était plus possible pour elle. C'était pas seulement la perfection qu'elle recherchait, c'était d'être irréprochable. Et en fait, et qu'est-ce qu'elle a choisi comme métier finalement? Elle a choisi un métier de juridiction, en fait, où justement elle travaille dans une société où on doit être juste, non mais pas seulement. Elle doit être dans une société où elle doit prévenir, en fait, elle doit travailler avec les sociétés pour leur dire quoi faire et ne pas faire pour ne pas être attaquée. Être irréprochable. Vous vous rendez compte comment, et ça arrive souvent, que quand j'ai des personnes en thérapie, on étudie un petit peu le profil, tout ça. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'en fait, c'est pour vous montrer quoi en fait? Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est un cas qui était vraiment, il saute aux yeux, mais en réalité, c'est ce qui se passe très souvent. On va choisir le métier inconsciemment dans lequel on est le meilleur, dans lequel notre faux self fait le meilleur. Ça veut dire, je me suis construit comme une carapace. J'ai été brillante, pour être irréprochable et ne plus avoir de reproches, et qu'on me laisse tranquille, et que parce que je ne supporte plus le reproche, on m'en a trop fait, j'arrive plus. Alors moi, à force, je cherche toujours à être parfaite, du coup, je vais trouver le métier. Voilà, j'ai encore un autre exemple, là, celui-là aussi, il est bon. C'est que elle a eu une histoire vraiment spéciale, c'est-à-dire que ses parents, c'était une famille en fait complètement décomposée, mais alors très étrange. Le père qui divorce, qui se marie avec un membre de la famille de l'ex-femme, elle qui reste de côté avec sa mère dans un appart pas très loin, et en fait l'ex-femme elle s'occupe aussi des enfants parce qu'en fait c'était aussi de sa famille, et elle s'en occupe aussi. Et donc cette petite fille, donc le père il fait plein d'enfants, et cette petite fille avec sa mère en fait elle crée le lien, c'est-à-dire ta mère lui apprend, elle lui a dit écoute, que ton père il se soit remarié avec c'est pas ton problème, toi t'as des frères et sœurs, c'est ok du côté père, mais t'as des frères et sœurs, t'as une famille. Et c'est finalement la seule famille que tu as vraiment. Donc toi,
tu dois pas te soucier de qui est quoi, tu dois rester dans l'amour avec tes frères et sœurs et la fraternité et la paix. Et ben, qu'est-ce qu'elle a choisi comme métier? Elle travaille dans une compagnie de téléphone, donc déjà communication, et elle doit garder les clients, les VIP, quoi, vous savez, les clients, les meilleurs clients qui ont des super sociétés, dans la société. Elle doit les relier. Et vous voyez, dans son passé, c'est ce qu'elle devait, en fait, parce qu'elle était l'anneau, le tampon entre tous. C'est elle qui appelait à chaque fois qu'il y a une Simpra dans la famille, elle liait tout le monde, alors que de base, ils n'étaient pas forcément hyper proches, et même le père, il avait un peu de mal et tout ça. Et ben, elle appelait tout le monde, elle faisait le lien, et elle gardait tout le monde réuni. Et ben, c'est ce qu'elle finalement, elle a continué dans son travail. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'en fait, on est conditionné par notre enfance, on est conditionné par notre vécu, et ça n'a pas que du négatif. C'est-à-dire que même ces blessures qu'on va étudier, qu'on va voir, elles ont un côté positif à nous apporter. Elles vont faire de nous, elles vont nous rendre finalement parfois plus empathiques, plus à l'écoute, plus dans la paix, vous voyez. Donc c'est intéressant. Mais il y a forcément aussi un côté négatif, enfin un côté douloureux surtout, à apaiser, à soigner pour se sentir mieux et épanoui. Ce qui est l'idéal, c'est voilà, de garder le côté positif du full self et puis l'autre côté, Alors, si vous avez vécu... Voilà, maintenant. Les blessures qui sont psychologiques, en fait, elles sont logées dans l'inconscient, d'accord? C'est-à-dire qu'on a le conscient, on se rend compte de certaines choses, et il y a un côté inconscient, on ne va pas se rendre compte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a une émotion, elle va être trop dure pour moi à gérer dans mon enfance. Ça va être trop lourd. Alors, ça va, oui, se loger dans l'inconscient. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça va se loger dans l'inconscient? Ça ne veut pas dire que c'est disparu. Ça a disparu. Rien ne disparaît. Si je ne le traite pas, rien ne disparaît. Mais ça veut dire que ça va me guider ou ça va guider mes réactions sans que je comprenne pourquoi, indépendamment finalement presque de ma volonté consciente. Et ça va me prendre des décisions. Par exemple, quand je dis je suis obligée je me sens obligée de faire plaisir à l'autre. Mais pourquoi tu es obligée? Je sais pas, je peux pas faire autrement. C'est comme ça, c'est en moi, c'est comme ça. En vérité, c'est parce que inconsciemment, ça peut être j'ai pas envie de me faire rejeter, et on va voir. Et donc, je m'oblige à faire plaisir à l'autre parce que je sens que si je fais pas plaisir à l'autre, je vais être rejetée et ça, je vais pas pouvoir le supporter. Donc, je vais agir en fonction d'eux. D'accord? Elle ne s'aime pas. Et oui, ne s'aime pas assez, tout à fait. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Il va se passer que je vais générer dans ma vie justement je vais amener dans ma vie inconsciemment les mêmes personnes qui étaient dans mon enfance, les mêmes profils de personnes qui étaient dans mon enfance et qui m'ont fait du mal. Alors on dit mais pourquoi? Déjà, t'as pas assez souffert pour retrouver la même situation? Eh bien non, parce que quand j'étais enfant et que j'ai pas su libérer la charge émotionnelle, eh bien plus tard, mon inconscient il attire. Moi-même, je vais être attirée, on va dire, par des situations qui me rappellent mon enfance. D'abord, parce que c'est ce que je connais et que naturellement, quand on est en tant qu'être humain, on va vers ce que l'on connaît. Même si ça nous a causé du tort et de la souffrance, c'est une souffrance que l'on connaît, donc elle est rassurante. Et deuxième chose, ça va me permettre de libérer ma charge émotionnelle. En fait, on doit se réparer. Finalement, cette charge émotionnelle négative, elle a besoin d'être libérée. Tant qu'elle n'est pas libérée, elle va chercher où se mettre. Et elle va chercher des situations où je vais pouvoir peut-être gérer la situation différemment pour que ça se libère. Là où je n'ai pas libéré dans mon passé, je vais chercher à libérer dans mon présent. D'accord? Donc, je vais chercher les personnes qui peuvent être adaptées. Vous voyez? Si je n'ai pas libéré, et si dans mon présent j'arrive à libérer, après vous allez voir que les situations vont changer. Ça ne va plus être les mêmes gens que je vais attirer. La guérison, elle va commencer par l'identification de nos blessures psychologiques. D'accord? Et on va voir en fonction de l'origine chronologique, on va voir la fausse croyance que va développer le faux self. Donc je vous ai parlé du faux self, on va voir. Vous allez comprendre quand je vais vous détailler. Et l'émotion associée. D'accord? Ouais, c'est ça. Ça veut dire, la première blessure, on a à peu près 5 blessures. Donc vous allez peut-être vous reconnaître dans les 5, vous en faites pas, c'est normal. On a tous des blessures et c'est complètement normal. Après, il y a des degrés différents. Bonsoir. Maintenant, la première blessure qu'on peut avoir, c'est celle du rejet. D'accord? Donc ça va être entre la conception et la naissance. Par exemple, un enfant qui n'a pas été désiré ou qui est arrivé juste après une grossesse ou malheureusement après un événement malencontreux, la femme est tombée enceinte, enfin malencontreux, voilà. Tout ça, d'accord, la blessure, elle va
elle va être, ça va être, je vais pas me sentir désirée dans la vie. Donc, la fausse croyance qui va se construire, c'est j'ai pas le droit à la vie en fait. Je suis là, mais malgré moi. Je devrais pas être là, ou on n'a pas envie de ma présence. Donc, je me sens toujours exclue. Et ça va être une personne qui va parfois avoir tendance, en fait, le faux self, ça va être la fuite. Ça veut dire je vais pas réussir forcément à affronter les situations parce que j'en ai peur, j'ai peur d'être exclue, j'ai pas envie encore de me faire mal, donc je fuis. L'émotion qui va être associée, c'est la peur du rejet, la peur d'être mise de côté, la peur d'être à l'écart. Le côté positif, parce que je vous ai dit, il y a toujours un côté positif, c'est que je vais compenser par de la créativité. Je vais être, par exemple, parce que la fuite, tout ça, je vais être très peut-être artiste et je vais m'oublier dans mon art. Je vais m'oublier dans le chant, je vais m'oublier... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est je vais chercher à fuir ma réalité qui me fait parfois mal et je vais donc devenir créatif parce qu'il faut utiliser... Oui, non, mais ça, c'est positif. Il y a un côté négatif à soigner et un côté positif qu'il est bon de garder, bien entendu. Maintenant, le côté positif est bon, mais rien ne devient positif à partir du moment où je me sens obligée. Ce qui est bon pour moi, c'est de sentir que j'ai le choix. J'ai choisi d'être créatif. J'ai choisi de chanter, d'être dans l'art. Ça me fait plaisir. Mais pas, si je le fais pas, je sens que je vais mourir. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Enfin, on sent, si je peins pas, les vrais artistes. Alors c'est vrai, ils font des choses extraordinaires. C'est vrai. Pour le reste de l'humanité, peut-être qu'il faudrait pas traiter, finalement, parce que ça donne des résultats fabuleux. Mais pour son épanouissement à lui, finalement, il va passer son temps à peindre, il va même en oublier de manger, de dormir, je ne sais pas si vous en connaissez, mais c'est vraiment ça. Quand je suis vraiment un artiste, j'oublie tout, je suis à fond. Mais en fait, c'est aussi peut-être parce que je me sens tellement obligée, je m'enferme dans ma bulle parce que la réalité me fait peur. Et parce que j'ai peut-être peur d'être mis à l'écart, ou là, parce qu'on a la blessure du rejet. Alors je vous dis ça. Et donc j'ai peur de la vie, j'ai peur de ce qu'elle me donne, j'ai peur de ce qu'elle me donne pas, j'ai peur parce que je pense que j'ai pas le droit à la vie, donc je me réfugie. Et donc c'est plus un choix là, vous voyez ? Donc forcément que je vais me réfugier, encore une fois, dans cette bulle de mon art, ou ainsi de suite. Voilà, maintenant, donc je vous ai dit, c'est des personnes qui vont fuir, ils vont à chaque fois contourner le problème. Dans la communication, on va le voir. C'est des personnes, ça va être très dur d'avoir une conversation claire avec eux, d'arriver à affronter, de parler, ça va être une torture. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à l'affronter. Ils sont toujours paniqués de devoir affronter. Ils ont peur toujours de ne pas être à la hauteur aussi. Donc il n'y a pas moyen de discuter finalement. Et c'est très frustrant pour l'entourage, ça. Et ça, justement, le sentiment de rejet, ça va entraîner des peurs, dont celle de l'engagement. C'est-à-dire que dans les relations affectives, on va avoir du mal à se marier, on va avoir du mal à faire des enfants, on va avoir du mal à avancer affectivement. Parce que justement, je me mets toujours à l'écart, je prends toujours trop de recul, je ne veux pas me mouiller. J'ai peur, encore une fois, d'être exclue. Voilà, et puis bon, c'est des gens, forcément, donc le côté positif, ils vont être très créatifs, ils vont être très capables de vivre seuls, solitaires, ils n'ont pas de problème avec ça. Puisque eux, justement, ils ont peur de tout ce qui est affectif, lien, donc ils ne sont pas familiarisés avec ça, donc vivre seul, ça leur pose aucun problème et ils sont capables de vivre de manière sereine quand ils sont seuls. Maintenant, il y a la blessure psychologique, la deuxième, l'abandon. L'abandon, c'est à peu près entre la naissance et 3 ans, d'accord ? Ça veut dire, maintenant, la fausse croyance qui va se créer et qui va mener à un faux self, c'est « j'ai besoin des autres pour exister ». Et le faux self, ça va être la dépendance affective. L'émotion qui va être associée, après on va détailler, ça va être la détresse. Je me sens très en détresse. Et le positif, le côté positif, c'est j'ai pas de problème à m'engager dans une relation forcément parce que je la cherche, la relation. C'est le contraire de celui qui a la blessure du rejet. L'abandon, alors ça peut être dans une situation... un enfant qui considère qu'il n'a pas eu d'amour quand il était petit. C'est très personnel, c'est-à-dire encore une fois, il peut avoir, malheureusement, on peut ressentir le sentiment d'abandon alors que la mère elle va dire mais j'étais là, je ne comprends pas pourquoi il dit que je ne me suis pas occupée de lui, j'étais là. Oui, et l'enfant il n'a pas forcément ressenti, il a comparé avec son petit frère, il a cru que... Alors ça peut arriver aussi quand, tout simplement, sans parler de divorce, tout ça, juste il y a eu un bébé en deuxième, juste collé au premier, enfin très rapproché, des naissances rapprochées, et l'enfant il a senti qu'on n'était pas, on était occupé. Et là, du coup, il s'est senti abandonné. Vous voyez, c'est pas forcément obligé d'aller dans des situations extrêmes. Et l'enfant, il s'est senti abandonné. Et donc,
Et donc l'enfant se sent pas aimé, donc il va essayer à chaque fois de compenser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir le truc de s'accrocher aussi aux gens, aux personnes autour de lui, de toujours réclamer de l'amour, de toujours dire j'en ai pas assez. Ça va être des personnes où on a l'impression de donner beaucoup et ça prend pas, comme si c'est pas reçu. Voilà, donc la croyance dont je vous ai parlé, ça va être j'ai besoin des autres pour exister. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin des autres pour exister? On se met en mille pour les autres. On fait les cas de volonté, on s'écoute plus, c'est les autres d'abord, les autres d'abord. La dépendance affective, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je vais trouver une amie ou un ami où je vais m'accrocher, je vais plus décoller, je vais plus vouloir changer de personne. Ça y est, j'ai besoin de lui pour vivre. Je ne me suffis pas moi-même. Et en fait, ces personnes, justement, c'est le contraire de la blessure du rejet, c'est-à-dire elles supportent pas être seules, célibataires, tout ça. Elles veulent absolument trouver, voilà, le sentiment d'appartenance, c'est très fort. Ils veulent absolument se marier, avoir des enfants, créer un milieu où je vais pas me sentir abandonnée, où je vais me sentir en sécurité absolument. Et leur vie affective, elle va conditionner leur morale. Ça veut dire si on me parle gentiment, et là, tout va bien, je suis de bonne humeur. Mais si on m'a pas mal parlé, je suis mal toute la journée. Vous voyez? Voilà. Vous allez me dire, mais non, ça c'est toutes les femmes. Oui, mais à certaines doses. À certaines doses. Non. Ce que je veux dire, c'est que leur énergie vitale, elle va dépendre de la qualité de leur relation. Et c'est une personne, celui qui s'est fait abandonner, on va dire, ou qui sent ce sentiment d'abandon très fort en lui, il a besoin constamment d'être validé par le regard de l'autre. Constamment. Ça veut dire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il en pense pas. Évidemment, on sait que quand on a besoin d'être validé par le regard de l'autre, on se sent pas libre. On se sent toujours, est-ce que je plais, est-ce que je plais pas. C'est très, très, on se sent sous tension quand on vit comme ça. C'est pas, voilà. Un manque de confiance en lui. Voilà, exactement. Maintenant, l'aspect positif des victimes, on va dire, de cette blessure de l'abandon, ça va être des personnes chaleureuses, tactiles, aimantes, très engagées dans les relations affectives. C'est agréable d'être avec elles parce qu'elles sont dedans à fond, vous voyez? Maintenant, pourquoi forcément? Parce que elle a besoin de cette relation. Donc, ça va être une personne, effectivement, qui est à fond dedans. Et encore une fois, il n'y a pas que du négatif. Maintenant, la troisième blessure, c'est l'humiliation. Et ça, c'est vers 8 mois à peu près que ça se détermine. Et c'est la croyance qui s'y associe, c'est « je ne suis pas digne ». Maintenant, l'émotion, ça va être « j'ai honte de moi » et le positif, je vais être empathique. Alors en fait, qu'est-ce que c'est cette blessure psychologique? D'où elle vient? Comment elle se place? Ça peut être des enfants qui ont vécu des violences verbales, des violences physiques, même à l'âge bébé. Quand on va commencer la propreté avec le bébé, faire très attention à ça aussi parce que il peut se sentir forcé ou pas propre, son corps il en a honte, il n'est pas à l'aise avec lui. Voilà, donc c'est vraiment faire attention, justement, toujours on le dit, de ne pas humilier nos enfants, évidemment. Maintenant, le faux self, en fait, c'est souvent des enfants, malheureusement, qui vont être un peu le souffre-douleur des autres. Ils se sentent toujours moins bien que l'autre. Ils se sentent toujours pas à la hauteur. Mais même presque, j'ai envie de dire, dans leur corps, comme ça, comme ils n'ont pas été respectés. Donc c'est pas propre, pas bien, pas... Voilà, donc je me mets toujours en dessous des autres. Et toujours, ils vont faire passer le besoin des autres avant les siens, comme si c'était moins important. Et oui, c'est terrible. Et en fait, c'est des personnes qui ne se respectent pas puisqu'on ne les a pas respectées. Et ça va être des personnes qui parfois vont se cacher derrière un surpoids, qui vont se sacrifier pour le bien-être des autres. Maintenant, l'aspect positif, c'est qu'elles vont être très serviables, très empathiques, très loyales en amitié, et elles vont réellement se soucier du problème des autres. La quatrième blessure psychologique, ça va être la trahison. Le sentiment... Trahison. Alors, ça va être un enfant qui... alors, ça va être un enfant, par exemple, qui a vu des parents se séparer, par exemple, et je sais pas, le père, il devait prendre un week-end sur 2 et il n'est pas venu, par exemple. Je vous prends un exemple bateau, mais enfin, pas bateau, mais qui veut... Voilà. Et pourquoi? Il va se sentir trahi. Les adultes, je ne peux pas leur faire confiance, d'accord? Donc là, forcément, qu'est-ce que je vais avoir dans ma tête? C'est je ne peux pas me faire confiance, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout contrôler. Je vais chercher à tout contrôler. Parce que je peux avoir confiance en personne, si ce n'est peut-être en moi-même. Je vais avoir l'émotion associée, ça va être je vais avoir beaucoup de colère en moi enfermée. Et
par contre, je suis dans le contrôle, oui, mais le côté positif, c'est que je vais être plus dans la bienveillance par rapport à l'autre pour ne pas... parce que moi-même, j'ai vécu une blessure à ce niveau-là. Moi-même, j'ai souffert qu'on ne m'a pas... qu'on m'a pas respecté finalement, encore une fois. On m'a trahi, on m'a pas donné de valeur. Donc moi, je vais faire parfois attention à ne pas faire la même chose. Maintenant, je voulais vous dire une autre chose sur la blessure de la trahison. Après, je vous donnerai plus d'exemples pour pas que ça devienne un cours de fac, comme je disais. Voilà, maintenant, l'aspect positif aussi de la personne qui s'est fait trahir, ça va être des personnes très entreprenantes forcément, très indépendantes. Elles vont chercher toujours à faire le bien aux autres, mais elles-mêmes, elles vont toujours... J'entreprends. Je suis maître de ma vie, je gère, je sais où je vais, je sais ce que je fais, on ne va pas me tromper à moi, je suis vigilante, je vérifie tout. Voilà. Pourquoi ? Parce que je ne veux surtout pas me faire trahir. Je l'ai déjà assez été, donc je ne veux pas retomber. Voyez ? Maintenant, la 5e blessure, c'est le sentiment d'injustice. Le sentiment, ça c'est entre la 4e et la 6e année de l'enfant. Et c'est des enfants qui considèrent qu'on ne les a pas laissés être eux-mêmes. On ne les a pas laissés s'épanouir, on les a trop frustrés, c'est leur ressenti encore, hein, ne culpabilisez pas, hein, c'est pas du tout le but. Mais c'est pour expliquer nous-mêmes notre enfant intérieur, d'accord ? Mais j'ai senti que je ne pouvais pas être naturelle, qu'à chaque fois que je faisais un peu le foufou, ma maman, elle m'arrêtait, elle me disait ça suffit, il fallait toujours que je me tienne à carreau. Donc, ça va être des enfants qui après vont devenir très responsables. Ils vont souvent prendre en charge les petits frères et sœurs ou vouloir être utiles et chercher à être parfaits. Et le faux self qui va se mettre en place, donc le faux self, vous avez compris, toucher et me faire mal et tout ça, c'est je vais être en fait quelque part, je vais devenir rigide parce que ma croyance c'était je dois être parfait pour être accepté et aimé. Si je suis pas parfait, je suis pas accepté, je suis pas aimé. Donc forcément, je vais chercher à être parfait. Mais du coup, quand je cherche à être parfait, je deviens un peu trop rigide, j'ai plus de souplesse. Je m'autorise pas à l'erreur, je m'autorise pas à avoir des défauts. Je dois absolument filer droit. L'aspect positif, ça va être que ça va être des personnes de rigueur, des personnes méticuleuses, des personnes qui font les choses précisément, parfois perfectionnistes. Maintenant, oui, peut-être, c'est souvent des personnes qui vont être militaires, comptables, scientifiques. Maintenant, c'est des personnes qui sont en quête de justice, parce qu'eux, ils ont senti en eux la blessure de l'injustice. Donc, ils veulent de la justice et ils lâchent rien, ils sont déterminés. Et parfois, ça fait des avocats aussi, défenseurs de grandes causes. Maintenant, vous êtes peut-être avec tous... Voilà, on a vu les 5 blessures. Maintenant, peut-être qu'après avoir écouté ça, vous êtes reconnus dans les 5. Et vous dites, catastrophe, je suis tout, je croyais que j'allais en avoir une, voilà. Voilà. Non, alors rassurez-vous, vous n'avez pas un micro là? Je rigole. Oui, bien sûr, voilà, je le dis. D'accord, je les répète. Alors, allô. Alors, regardez mesdames, on est très nombreuses, Baruch Hashem, et il va falloir qu'on soit très disciplinés aussi, parce que sinon ça peut aller, on a toutes, ça génère beaucoup d'émotions ce genre de cours, je sais, forcément, parce que ça touche à l'émotion, et ça nous touche personnellement dans notre essence, et donc c'est normal qu'on en ait envie d'en parler. En plus, on est des femmes, comme je le dis toujours, on a 9 mesures de parole, alors quelle est la femme qui n'a pas envie de partager quand elle vient de découvrir quelque chose peut-être sur elle-même? Donc ça veut dire, moi je suis contente quand je vous entends parler, je me dis, ça veut dire que ça travaille. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sortent. Parce que vous savez, quand on écoute un cours et qui parfois il nous touche profondément, déjà ça nous traite. C'est-à-dire ça sort, ça évacue, c'est déjà un premier... un premier traitement, on peut dire ça comme ça. Mais comme je veux dire la suite et qu'elle n'est pas moins importante, alors je vais vous demander de pas parler pour que vous puissiez encore plus avancer Bezrat Hashem. Maintenant, je vous répète les 5, d'accord? Il y a le rejet, il y a la blessure, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. D'accord ? Maintenant, la suite. Alors d'abord, sachez que bien sûr qu'on peut en guérir, on est là pour ça. Maintenant, il est possible que vous vous identifiez à toutes ces blessures et c'est normal parce qu'on a toutes un petit peu de chaque. On ne s'est pas fait blesser qu'une fois. Donc, quand on est enfant, on vit avec nos parents, il se passe plein d'événements. Forcément qu'on a un peu. Maintenant, il y en a une qui va avoir un caractère dominant peut-être. Je vais être beaucoup plus été blessée par le sentiment d'abandon que par le sentiment d'injustice. Il y en a toujours une qui prend le dessus. Maintenant, en fait, voilà. Maintenant, là où je dois reconnaître
quelle blessure finalement m'a vraiment atteint, c'est si je vois qu'il y a des mécanismes de répétition dans ma vie. C'est-à-dire si je vois qu'il y a des situations similaires qui se reproduisent. Ça veut dire avec d'autres personnes, mais toujours les mêmes scénarios. Alors là, et que je reconnais un petit peu les blessures, alors là, je sais que c'est plus cette blessure qui m'a touchée que l'autre, d'accord? Par exemple, une personne ayant développé le sentiment d'abandon, elle va attirer des personnes susceptibles de l'abandonner. À nouveau, pour libérer, comme je vous ai dit tout à l'heure, libérer la charge émotionnelle de détresse, parce que c'est la détresse qui la manipule, d'accord? Dans la croyance qu'elle a besoin des autres pour exister, et elle est en détresse tout le temps, et on la sent fragile, enfin, on sent qu'elle a besoin, c'est comme si en fait, quand je rentre en relation avec une personne qui est dans l'abandon, je sens que comme si elle a besoin de moi pour exister, qu'elle est dépendante de moi. C'est pas toujours agréable d'ailleurs, et c'est ce qui cause aussi que des fois, même si c'est une personne très sympathique, agréable, tout ça, je sens ce sentiment tellement fort, tellement pesant, que je vais inconsciemment chercher à m'éloigner d'elle. D'accord? Parce qu'il y a comme un déséquilibre. À partir du moment où je suis dans une relation où il y a un déséquilibre, forcément, je cherche, en général, si je suis sain, je cherche à m'éloigner. Si moi-même, j'entretiens une dépendance ou je suis moi-même quelqu'un qui a besoin de sentir que j'exerce un contrôle sur l'autre, ça peut arriver, eh bien, je vais me sentir bien dans cette relation. Mais en réalité, ça va créer une relation toxique, et pour elle, et pour moi. Maintenant, voilà. Pareil pour les gens qui ont le sentiment de trahison très fort, qui ont cette blessure-là, eh bien eux, on a dit la croyance, c'est quoi? Je ne peux pas faire confiance aux autres, d'accord? Eh bien ça va attirer dans ma vie sentimentale, professionnelle, des partenaires susceptibles de me trahir. C'est inconscient, je vais chercher, je veux libérer ma charge. Je souffre de ça et je veux m'en libérer. Donc je vais générer à chaque fois des... Tant que je ne suis pas guérie, en fait, je vais générer des situations où je vais pouvoir libérer ma charge émotionnelle. Maintenant, elles sont toutes réversibles, ces blessures psychologiques. Pour guérir, on doit d'abord savoir nommer la blessure qui me compose, qui m'atteint, d'accord? Qui me fait souffrir, qui me manipule au quotidien et depuis mon inconscient. Donc d'abord, la première étape, on va repérer l'événement qui a créé ce sentiment, d'accord? Ensuite, on va travailler sur la libération de la charge émotionnelle associée à l'événement, et je vais vous donner un exemple, et souvent c'est refoulé au moment des faits. Puis on verra comment on va isoler les manques de notre enfant intérieur pour lâcher ce faux self. Parce que ce faux self, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour me faire aimer des autres, il est là pour compenser ma blessure, il est là pour faire semblant, mais il ne me fait pas du bien, parce qu'il m'empêche d'être moi. Il m'empêche véritablement, mon vrai moi. Il n'a pas envie de faire ça, d'être parfait pour être aimé. Il n'a pas envie d'être à ce point-là, de dépendre de l'autre. Il n'a pas envie de ça en vérité. Mais je fais ça parce que je sens que je ne peux pas faire autrement. C'est plus fort que moi. Et j'ai créé ce mécanisme-là parce que c'est comme ça que j'ai vu que ça fonctionnait et que comme ça on m'a aimé. Donc je continue. Mais c'est mon image, ça, c'est pas moi. Donc je dois chercher à diminuer le faux self et à faire vivre un peu plus mon vrai être intérieur. Alors, en fait, en séance de thérapie, très souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des gens, ils ne vont pas se souvenir avant l'âge de 6 ans de ce qui s'est passé, forcément. Rarement, on va se rappeler. Et en fait, c'est pas par hasard, parce qu'en fait, notre psychisme, il possède un système de protection, et dont la fonction est de nous faire oublier les événements douloureux. Et où la charge émotionnelle était trop lourde, trop forte. C'était vraiment, je ne vais pas m'en rappeler. Il va me protéger. C'est-à-dire, si tu t'en rappelles sans arrêt, tu ne vas pas arrêter de pleurer. Ce n'est pas le but. Donc, on va te le mettre de côté. Encore une fois, les sentiments sont là. C'est juste que je me protège d'eux, finalement, parce que je ne sais pas quoi en faire. Tout simplement, je ne sais pas quoi en faire. Alors, on va prendre un exemple concret pour expliquer le mécanisme du refoulement. Imaginez que, malheureusement, il y a un père de famille qui décide de quitter sa femme et son fils. D'accord ? La femme et le fils sont à la maison, enfin ils sont tous les trois à la maison, et puis là, le fils de 3 ans, il voit son papa prendre la valise, d'accord, et partir de la maison. C'est très choquant pour l'enfant, d'accord? Maintenant, le petit, il assiste à la scène au moment du départ, et il voit sa mère effondrer en pleurs, d'accord? Maintenant, c'est tellement douloureux d'être affronté à cet abandon réel de son père, que le psychisme va mettre une stratégie de défense en place. Et ça peut prendre 3 formes. Alors, il y a ce qu'on appelle le refoulement massif. Ça veut dire que l'enfant, il va oublier tout, et la scène et l'affect. L'affect, donc le sentiment.
j'ai tout oublié, j'ai tout effacé. Une fois adulte, il n'aura aucun souvenir. Maintenant, ça s'est réellement passé, il a vraiment été atteint. C'est quoi ça? Ça, c'est en fait un mécanisme où, en fait, vous voyez, quand vous vous rappelez de certains souvenirs ou de votre enfance, vous voyez comme dans un film. Je suis pas là, je vois pas, je sais pas, je suis extérieure. Et c'est aussi une autre sorte de refoulement. Ou alors, je me rappelle vraiment de rien. Je suis déconnectée, en fait, de ma mémoire, et affective, émotionnelle, rien. Il n'y a plus rien. D'accord? C'est parce que là, ça veut vraiment dire que c'était tellement douloureux que il a comme fait un efface, quoi. Voilà, sur une cassette. Comme sur une cassette, quoi. J'ai effacé. J'ai tout effacé. Maintenant, il y a on appelle le refoulement massif. Ok? Maintenant, il y a le refoulement de l'affect. Ça veut dire que l'enfant, il va se rappeler de la scène, il voit la scène, il va s'en rappeler, mais il va pas voir le sentiment qu'il a vécu à ce moment-là, je sais pas, la détresse, la tristesse, il va pas s'en rappeler. Ça, c'est vraiment, je me déconnecte. Maintenant, si vous voyez quelqu'un, ou même vous sentez que vous vous rappelez de certaines scènes qui pourraient être douloureuses, vous dites, ouais, moi, je dois être forte, quoi, en gros. Je me rappelle pas du tout, mais je me rappelle, hein, oui, ma mère, elle m'a fait telle ou telle chose, ou ma mère, elle a dit telle ou telle. Mais bon, tu sais, on est des enfants, c'est pas grave. C'est pas vrai. En vérité, c'est en nous. La seule chose, c'est justement, pourquoi je suis déconnectée de mon affect comme ça? Pourquoi? Si c'est tellement douloureux, pourquoi je suis déconnectée? Parce que justement, quelqu'un qui est déconnecté, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, j'aurais pas besoin d'être déconnectée. Naturellement, je suis connectée à mes émotions. Si inconsciemment, d'accord, il a choisi de me déconnecter, c'est que c'était trop douloureux. C'est qu'il s'est véritablement passé un événement douloureux. Et donc, je ne peux plus me connecter à mon affect. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque être humain, il a des émotions. Des fois, on me dit, ah non, mais les hommes, c'est pas pareil. Non, 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 les hommes aussi ont des émotions. C'est simplement que eux, ils sont parfois, oui, déconnectés. Et ils sont déconnectés de leurs émotions parce qu'encore plus, eux, ils ont des croyances. En plus, quand on est petit, un garçon, t'es fort, toi, un petit garçon, ça pleure pas. Mais en gros, t'as pas le droit. Le message qui va, c'est, t'as pas le droit de pleurer. Pourquoi tu vas pleurer maintenant? Allez, sois fort, mon gars. Allez, vas-y, affronte. C'est ça un homme, t'es un homme. Donc du coup, le message qu'il reçoit, c'est j'ai pas le droit de souffrir, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de montrer que je souffre, j'ai pas le droit d'exprimer mes émotions, ça montre un côté vulnérable, c'est pas digne d'un homme. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire l'homme du coup? Eh ben, il va se déconnecter. Et donc, quand on va lui demander de se rappeler de certains souvenirs, eh ben, il va vous raconter la scène, et comme si c'est un film. Il a rien ressenti. Quand vous lui posez la question, et là, vos sentiments? Bah, rien. Écoutez, non, rien, ça m'a rien fait. C'est pas vrai. C'est simplement que mes sentiments, je les ai mis à part, je les ai mis de côté. Maintenant, maintenant, le refoulement partiel, c'est quoi? C'est que l'enfant, il va oublier la scène. Là, par contre, il est connecté à ses émotions. Il oublie la scène, il sait plus ce qui s'est passé, mais le sentiment de détresse, d'abandon, toute sa vie lui pèse. Il sent en lui, dans son cœur, ça pèse, ça pèse, ça pèse. Et donc, mais il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas. Donc ça, c'est le refoulement partiel. Voilà. Alors, à travers cet exemple, qu'est-ce que vous comprenez? Que plus le refoulement est réussi, les refoulements les plus forts, c'est massif et affect. Ça veut dire, soit je me rappelle... En fait, à partir du moment où l'affect, je ne suis pas connectée à mon affect, c'est que le refoulement il est très fort. C'est-à-dire, quand je me souviens de l'affect, encore, je peux travailler sur ça, parce que je suis en phase avec mes émotions. Je les sens. Alors, je ne sais pas quoi en faire, oui, mais elles sont là, et je suis consciente qu'elles sont là. C'est déjà pas mal. Quand je suis déconnectée de mon émotion, ça veut dire que j'ai choisi, enfin, c'est ce qu'on appelle en fait l'isolation émotionnelle. Ça veut dire que mon inconscient, il a dit, toi, je vous fais son dialogue, toi, tu peux pas, tu vas trop souffrir, tu vas t'écrouler, je te protège. Ah, toi, je peux pas te faire ressentir un peu de ça parce que ça va être ta fin. Donc, je te coupe. En fait, c'est vraiment un mécanisme de protection. C'est comme, c'est fou parce que avec l'informatique et tout ça, maintenant on peut comprendre. On appuie sur le bouton, je déconnecte l'affect de l'esprit parce que ça va être trop dur. D'accord? Je fais pas le lien. Ok. Maintenant, ça c'est intéressant aussi parce que, vous voyez, leur apparente indifférente, leur manque d'empathie, ça va faire souffrir l'entourage, les gens qui sont déconnectés. On dit, ah mon mari, mais enfin je parle du mari parce que c'est souvent lui qui est, avec qui on vit, mais lui, non mais même lui, le mari, on va me dire, ah non mais mon mari, il ressent pas, il n'est pas empathique, il n'est pas à l'écoute, il n'est pas ça, il est déconnecté, je peux pas lui parler. Quand je suis triste, il y en a une, elle me dit, il ferme la porte. Moi, je pleure, au lieu, je m'attends à ce qu'il vienne, il me prend dans les bras, il ferme la porte, il s'en va, comme ça, je l'entends pas.
C'est horrible. Mais en fait, parfois, c'est pour ça que je dis un ressenti, on ne peut pas le juger. Et même quand il n'y en a pas, on ne peut pas juger. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est parfois des hommes qui eux-mêmes ont tellement souffert et n'ont pas su quoi faire de leurs émotions et ont refoulé ça, que quand ils voient quelqu'un triste, eh ben, l'inconscient il dit « Éloigne-toi ! Éloigne-toi, ça va te faire remonter. Ça va pas le faire. Tu vas souffrir. Enfin, tu ne peux pas. Il y a trop toi de douleurs qui sont là et qui demandent que ça de revenir à la surface. Si tu vois quelqu'un et qu'en plus c'est ta femme, tu l'aimes, tout ça, tu vas devoir consoler. Toi, ça va te faire remonter. Tu vas t'écrouler. Tu vas pas être à la hauteur de ce que tu crois sur l'homme qui doit être. Et donc, ça va faire l'explosion. Donc, tu t'éloignes. Vous voyez le cheminement. Voilà. Maintenant. Donc c'est pour ça, encore une fois, que le ressenti n'est pas condamnable et on ne peut pas condamner. Maintenant, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile et qu'on a du mal et qu'on n'a tellement pas envie de rencontrer quelqu'un, de vivre, encore plus avec quelqu'un qui est déconnecté. C'est tellement difficile parce que quelqu'un qui est en phase avec ses émotions et qui vit avec quelqu'un qui ne l'est pas, eh ben, il n'y a pas de discussion possible. Puisque moi, je comprends, je suis dedans et l'autre, il n'est pas dedans. Alors, il n'a pas choisi, encore une fois, il n'a pas fait exprès, mais le résultat est qu'il n'est pas là quand j'ai besoin. Donc je souffre terriblement et je peux pas. Mais non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Encore, écoute-le d'abord avant de parler. Alors, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, je crois que j'ai... mais ça, j'ai chaud. Alors, je dis tout ça pour qu'on arrive à me dire ça. Ça veut dire que j'ai mal expliqué là. Rassurez-moi, vous ne pensez pas tout ça, là. Non. D'accord. Okay. Il se protège, voilà, exactement. Il se protège. Maintenant. Voilà, alors maintenant, je voudrais vous dire... je voudrais qu'on revienne un peu sur l'exemple du fils qui a vu son père partir. Voilà. On a vu le petit garçon a vu son papa partir. Et pour comprendre la vie d'une émotion, d'accord? Maintenant, on revient à l'émotion. Le petit garçon... il a certainement ressenti de la détresse au moment du départ de son père. Mais la souffrance de sa mère à lui, il a vu sa mère en pleurs, démontée, il n'a pas autorisé lui à exprimer son émotion. Et donc, comme je vous ai dit, je fais un petit récapitulatif de ce que je vous ai dit. Afin d'éviter de vivre pleinement son émotion, le psychisme du petit garçon lui a permis de refouler massivement ou partiellement sa détresse. Voilà, une fois refoulée, l'émotion elle est active dans l'inconscient en attirant à elle comme un aimant, toute la charge émotionnelle du même acabit. Voilà, à chaque fois que le petit garçon, il va ressentir une émotion de détresse, dans une certaine situation qui n'a rien à voir avec son père, hein, d'accord? Et ben il va la refouler, en bloc. Pareil, parce que à ce moment-là de sa vie, il ne pouvait pas exprimer son émotion, il ne pouvait pas être libre de pleurer, il ne voulait peut-être pas faire de la peine à sa mère, et en plus c'est un garçon. Imaginons tout ce qui a pu se passer. Eh bien, maintenant, quand il va se retrouver dans une situation de détresse, il ne va pas non plus l'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore refouler. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un événement marquant qui nous a accompagnés, qui a été vécu, eh bien, et que j'ai eu un certain processus qui s'est enclenché à ce moment-là, bah, je vais faire la même chose la prochaine fois. D'accord? Et encore plus parce que comment on va dire, ça va réveiller une autre émotion puisqu'il y a celle du passé que je n'ai pas exprimée. Donc, première couche. Après, je revis une émotion, je ne veux pas l'exprimer parce que j'ai appris que là-bas, il ne fallait pas exprimer. Donc là non plus, j'apprends qu'il ne faut pas exprimer. Deuxième couche. Vous voyez? Et après, encore une autre émotion. Troisième couche. Et c'est pour ça que des fois, parfois, ça fait d'accord. C'est vrai qu'on a des problèmes de refoulement. Bon, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Voilà. Maintenant. Alors, voilà, exactement. Maintenant, toute émotion refoulée, forcément, c'est une source de souffrance. Forcément. Puisqu'elle nous manipule. Il est parti, ou quoi, peut-être qu'elle a compté pour l'enfant qu'il a trahi, mais là, c'est qu'il a pris plus tard. Voilà. Pourquoi papa, il est parti. Peut-être. Peut-être qu'il a un problème, ou quoi que ce soit. Peut-être que sa mère, il pourra lui expliquer pour oui, mais s'il a conscience. Voilà. Et le refoulement. Attendez, oui, après l'exemple, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Allez, on reprend. Je sais, là, c'est du lourd que je... Alors maintenant, toute émotion, elle est source de souffrance parce qu'elle nous manipule à notre insu, d'accord? Émotion refoulée, hein, pardon, pas n'importe quelle émotion. Toute émotion refoulée, elle va nous manipuler. Parce que si je la refoule l'émotion, ça veut dire qu'elle était trop lourde pour moi, c'est-à-dire qu'elle était trop pesante. Donc forcément, quand elle va
quand je vais si je la refoule, c'est preuve qu'elle me fait mal. D'accord? C'est de la souffrance. Maintenant, la colère, par exemple. Comment ça va s'exprimer? J'ai une colère en moi, j'ai une grosse colère en moi, mais je ne veux pas l'exprimer. Et souvent, ça arrive quand c'est avec les parents. Voilà, j'avais une jeune fille, non, une femme mariée, elle avait une grande colère envers ses parents, mais une énorme. Mais ça veut dire, elle ne pouvait pas leur dire. Ça ne se fait pas de dire ça ne se fait pas. En plus, quand on est pratiquant de ça, on ne va pas aller dire à ma mère, je suis en colère. En plus, sa mère lui a donné, elle a été là, c'est pas une mère qui a abandonné, c'est pas... Je vais pas... Mais il y a une colère quand même, pour X raisons, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être grognon, je vais être de mauvaise humeur, je vais faire la tronche, je sais pas pourquoi. Pourtant, la mère va dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait, ma fille? Voilà, je t'ai apporté le gâteau, je t'ai fait... Et voilà, et ça nous empêche de nous épanouir. Cette colère-là qu'on a, elle n'a pas disparu. Parfois, c'est une colère, mais quand je vous dis elle n'est pas justifiée, c'est parce que l'émotionnel, il a son raisonnement que nous, en tant que... consciemment, on n'a pas le même raisonnement. Mais par exemple, en tant qu'enfant, ma maman, elle m'a disputé, pour X raisons. Et j'ai trouvé ça injuste. Une fois, 2 fois, 10 fois, ça s'est produit. Je grandis, je garde en mémoire, l'enfant, il garde en mémoire, ta maman, elle n'est pas gentille avec toi, elle est méchante, il faudra te venger. Quand je suis enfant, je grandis, je deviens moi-même maman, et des fois je comprends, et des fois ça reste bloqué. Je ne veux pas dire que ma mère, elle avait raison. Et je reste bloquée, comme si l'enfant intérieur, il m'empêche comme ça de dire, bon, ma mère, elle avait raison, finalement, maintenant je suis mère, je comprends ce qu'elle voulait dire, je comprends que c'était pas pour mon mal, c'est parce qu'elle voulait que je grandisse bien, elle voulait me protéger, il n'y avait rien de mauvais, voilà. Mais moi, mon enfant intérieur, il reste dans l'esprit enfant, donc il me tire vers encore la colère, et il ne me permet pas de quoi? Il ne me permet pas de surmonter, mais il ne me permet pas de me dépasser, mais il ne me permet pas de pardonner ma mère. Et tant que je n'ai pas pardonné, je suis encore en colère. Tant qu'on n'est pas, comment on arrive finalement à plus être en colère? Quand on s'est parlé, on a mis des mots, et quand on a pardonné. Mais si je n'ai pas pardonné, je suis toujours en colère. Donc cette colère, elle m'habite encore. Et après, je grandis avec la colère au fond de moi. Et après, je me rends compte que je suis pas en phase, que quand ma mère elle est dans les parages, je suis pas bien. Dès qu'elle va me dire une remarque, je vais pas le prendre comme c'est ma maman qui m'aime, qui me donne une petite astuce pour aller mieux ou pour m'aider. Ou je vais le prendre contre moi. Vous voyez, parce que ça me fait des couches et des couches. Ça se rajoute sur ma colère qui existait déjà. Maintenant, de même, une tristesse refoulée. Qu'est-ce que ça fait une tristesse refoulée? Ça peut me rendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut me rendre insensible à la souffrance de l'autre. Parce que je sais que si je commence à consoler, je vais moi aussi, je vais être touchée moi-même, et ça va me rappeler moi un événement et moi je suis habituée à refouler. Donc je suis pas d'accord qu'on me mette en face de ma tristesse. Donc je vais fuir. J'avais une fille comme ça, elle me disait, mais ma mère, à chaque fois que je suis triste, j'ai besoin qu'elle m'écoute, c'est là qu'elle n'est pas là. C'est à chaque fois les moments les plus clés de ma vie où j'ai besoin de sa présence, où on dit, maman, elle est là pour te consoler, c'est une maman qui soulage, elle est là pour apaiser. Et c'est là que je me sens seule. Elle n'arrive pas. Et il se trouve que sa mère, elle, donc je lui demande un petit peu la vie. Et votre mère, comment était son enfance? La vie de ma mère, c'était une vie, mais catastrophique. Elle a été abandonnée par sa mère, elle a dû faire le rôle de mère pour ses frères et sœurs, elle a dû tout gérer, elle n'a jamais eu aucune reconnaissance de la part de ses frères et sœurs ni de son père. C'était Cosette, voilà, Cosette. Alors je lui dis, voyez, votre mère, elle a de la tristesse en elle. Mais la pauvre, pour surmonter et pour avancer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sur elle et elle a refoulé. Et maintenant, quand elle vous voit triste, elle ne peut pas. En plus, quand c'est nos enfants, on dit les mères, quand on voit l'enfant avoir mal, on a encore plus mal que si c'était pour nous. Et donc, elle a souffert, elle a sa tristesse, elle voit la tristesse de sa fille, elle peut s'écrouler. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éloigne. Et sa fille, qu'est-ce qu'elle sent? Elle se dit, ma mère, elle m'aime pas, ma mère, elle m'écoute pas, j'ai pas une mère à l'écoute, en fait, ma mère, voilà. Et donc, ça peut créer, justement, la colère aussi. Vous voyez? Donc, en fait, il faut, on n'a pas forcément toutes les clés, mais vous voyez pourquoi c'est important de se comprendre. Parce que finalement, ça nous ouvre des portes. On se dit, mais c'est pour ça, en fait, je peux pas lui en vouloir. Et ça, parfois, calme nos émotions, nous aussi. Voilà, maintenant, si le refoulement s'exprime trop longtemps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, ça disparaît pas. Mais ça va s'exprimer. Comment? Par le corps. Le corps, il somatise. Si moi, je vois pas... Alors, on peut manger, mais pas que ça. Je peux avoir des douleurs au dos. Je peux avoir mal à la tête, des migraines. Des maux de ventre. L'intestin, c'est le deuxième cerveau émotionnel. C'est là que, d'ailleurs, pourquoi quand on a un examen ou quoi, j'ai mal au ventre, je peux plus, parce que c'est mes émotions, c'est le centre des émotions. J'ai des problèmes de cœur, ainsi de suite. Ça, en vérité,
Non. Oui, non, le cœur aussi, bien sûr. Mais non, je peux pas vous dire ça. Il y en a, je sais qu'il y a des sciences qui disent voilà ça, si t'as mal là, ça veut dire ça. Moi, je n'irai pas, je sais pas. Je veux pas aller trop loin parce que je vais me faire déchirer par les médecins et toute ma famille est médecin, ça va pas le faire. Mais même voilà, même ma famille de médecins que tout le temps c'était le corps, on distingue bien les mots du corps et les mots de l'esprit. Eh bien maintenant, ils ont changé. Et les mots, voilà, les mots, les M-O-T, qu'on n'a pas, non, qu'on n'a pas dit, d'accord, qu'on n'a pas exprimé, bah, vont se transformer en mots M-A-U-X. C'est un fait. C'est un fait. Alors. Ah, d'accord. Bon, mais quand même, le cours, il est pas mal, non? Ça va mieux, oui, oui. Alors, comment on fait maintenant? Comment on fait? Maintenant, on va passer aux solutions, là. Je vous ai dit les problèmes, ouh, voilà, ça vous. Maintenant, on va passer aux solutions. Non, vous en faites pas, j'allais pas vous laisser comme ça non plus. Alors, la guérison, par quoi elle va passer? Elle va passer par la connexion aux émotions refoulées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire là, je les ai refoulées, oui. Maintenant, je dois prendre conscience que j'avais des émotions et je dois les vivre et accepter de les vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, aussi, je ne les ai pas vécues. En vérité, c'est quoi? Ce que je vous ai décrit, c'est la peur de souffrir. D'accord? L'être humain, dans son essence, il a peur de souffrir. Donc, il repousse. Maintenant, si je me dis, j'affronte ma réalité. J'arrête de... Moi-même, je me motive aussi. J'accepte. Et c'est ça la solution. Ça veut dire que, par exemple, ça peut être j'accepte de pleurer, de lâcher prise, de me laisser aller, de pleurer. Il y a des gens, ils pleurent jamais. Il y a des gens, ils viennent me voir en consultation, ils me racontent des choses, mais vous n'avez pas idée. Ils me disent non, mais moi, je pleure jamais. Ah bon? Des trucs, voilà, des trucs durs. Des fois, des femmes qui ont été, des enfants qui ont été battus, qui ont été touchés, qui ont été... On pleure pas après des choses comme ça. Non, moi ça va, je pense que j'ai bien digéré. Il y a un problème quelque part, on est d'accord. Quand je vous en parle comme ça, vous me dites ah oui, bien sûr. Et pourtant, soi-même, chez chacun d'entre nous, je suis sûre qu'il y a des phases où des fois vous allez raconter, on va vous dire c'est pas possible, t'as pas vécu ça et t'as pas pleuré. Ou t'as pas. Si non, ça va, ça s'est passé. Pourquoi? Parfois, les situations les plus dramatiques, on arrive à ne pas pleurer, et les choses les moins dramatiques, comme si on s'autorisait à pleurer. Pourquoi? Parce que l'émotion dramatique, encore une fois, elle fait peur. Si je commence à pleurer, je ne sais pas comment je vais m'arrêter. Alors, je préfère ne pas commencer. Mais en fait, c'est bénéfique de pleurer. D'abord, oui, je vais m'arrêter à un moment. Oui, parce que j'ai besoin d'évacuer. Tant que je n'ai pas évacué, ça reste là. Et tant que ça reste là, eh ben, ça me cause du tort. Alors, ça va me causer du tort dans mon humeur, tout ça. Et comme je vous dis, plus ça va rester, plus ça va me causer même des maux physiques. Donc, j'ai tout intérêt à évacuer parce qu'en fait, ça va être plus grave dans le sens où plus je repousse, d'ailleurs c'est même comme ça dans la vie, plus je repousse un problème et plus quand il revient encore plus fort. Donc il vaut mieux le traiter au fur et à mesure plutôt qu'en avoir peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je commence à faire corps avec mon émotion, si je commence à l'accepter, si je commence à affronter finalement mon être intérieur, à ne pas avoir peur. Alors c'est ce qu'on fait en thérapie aussi, c'est d'abord on donne confiance. Avant, direct, les thérapies freudiennes, c'était on laisse parler. Alors la personne, elle parlait, et puis elle avait l'impression de ressasser des choses terribles, en plus parfois. Ça lui remontait plein de choses, et puis après, elle ne savait pas quoi faire avec. Maintenant, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire. On va aller que sur certains événements. On va d'abord donner confiance, renforcer la personne, parce que si la personne, encore une fois, elle n'a pas exprimé, c'est qu'elle se sentait trop fragile. Donc d'abord, on renforce, on la prépare finalement, même sur d'autres domaines. On redonne confiance. Et ensuite, d'ailleurs, souvent on me dit « Oh là là, mais avant, je rêvais pas du tout avant qu'on commence la thérapie. Maintenant, j'arrête pas de faire des rêves étranges. Ça me revient des souvenirs. Je repense. Je dis « Mais c'est bien. Ça veut dire c'est bon signe. Ça veut dire que là, vous faites corps avec vous. Vous avez relié, vous êtes reconnecté à votre être. Donc ça sort, c'est que vous êtes en confiance et vous êtes rassuré. Vous n'avez plus peur de souffrir. La souffrance, elle ne fait pas peur. En vérité, c'est une étape pour avancer, évoluer, grandir. C'est pas ce qui va être bloquant. C'est ce qui va m'aider à rebondir. Si par contre, je reste dans ma souffrance finalement parce que j'ai peur d'elle, ça devient, vous savez, comme ça devient un monstre. C'est comme plus on a peur de quelque chose, plus on se l'imagine et on l'affronte pas, et plus ça devient dans notre imaginaire quelque chose d'énorme. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Donc quand je m'imagine ma peur, c'est tout de suite énorme, et moi je me sens tout petit. À partir du moment où je la regarde en face,
je l'affronte, bah, du coup, hop, elle rétrécit, mais c'était pas si grave. C'est mon esprit qui a laissé imaginer tout ça. Donc je dois finalement me réconcilier avec mes émotions et les apprivoiser. Vous savez, souvent j'entends comment contrôler les émotions. Non, on ne les contrôle pas, les émotions. On les vit. On les laisse nous emplir. Et quand elles viennent, on ne les repousse pas. Parce que souvent, des fois, comme ça, on est envahi et on essaye de... Je tasse, j'étouffe. Non, laisse-la venir. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. Fais-lui confiance. Laisse-la. Pleure. C'est ce qui va t'aider toi-même ensuite à te libérer. Tu as envie de parler, il faut que tu trouves quelqu'un à qui tu te sens en confiance de parler. Parle, libère-toi. Mais ensuite, fais-en quelque chose de cette souffrance. Ça veut dire, prends la leçon de cet événement qui t'a causé tellement de mal, de douleur, prends la leçon et fais-en quelque chose de positif. Et là, tu sentiras que cette émotion, elle n'est pas venue pour rien. Enfin, que cette situation qui t'a causé tellement d'émotions, elle n'est pas venue pour rien. Ton émotion, tu l'as canalisée. Tu ne l'as pas laissée t'emplir pour rien. Elle n'a pas servi à rien. D'accord ? Maintenant, lorsque... En fait... Un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Alors, je vais vous donner un exemple. Ok, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un exemple très fort, c'est les exemples de personnes qui ont perdu un enfant. C'est une douleur terrible, terrible. Et on se dit, mais je ne pourrais jamais me remettre de ça. Voilà. Et pourtant, on voit des personnes qui ont perdu et l'émotion, elle est là. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas coupés de l'émotion. D'abord, voilà, elle est là. Ils vont pleurer, machin. Mais ils ne vont pas s'apitoyer. Enfin... Ils vont dire qu'est-ce que je fais, voilà, ils vont canaliser cette énergie parce que je vous ai dit au début, l'émotion c'est une énergie. Donc je me dois d'en faire quelque chose. Soit je la laisse, je la prends, mais après je m'écroule avec, ça veut dire ça y est, elle m'a eu, et c'est de ça dont l'inconscient a peur et c'est pour ça qu'il nous refoule. Soit au contraire, je dis cette émotion là qui m'a causé, voilà, je vais empêcher, on va dire, les autres de faire, ou je vais créer une association pour, ou vous voyez, il y a des tonnes d'exemples. Voilà, une association pour... Et donc, mon émotion, elle est là, mais quand je le fais avec joie. Je le fais avec vie. Voilà, quand... Je sais pas, il me vient un exemple, là. Bon, un peu personnel, mais un peu nombreux. Non, j'ai ma fille... J'ai jamais raconté ça, mais je sais pas pourquoi ça me vient. Ma fille, elle s'est fait opérer du cœur la dernière, et... Ça, vous avez vu, d'ailleurs. Elle s'est fait opérer du cœur. Et quand je suis arrivée, donc forcément, c'est 4 jours après la naissance, c'est quelque chose de pas simple, bon. Mais je vois après, ils essayaient d'occuper les parents. Il y a une association qui vient, de petites jeunes filles, elles viennent, elles nous font faire des dessins. Je dis, après, j'ai le cœur à faire des dessins là tout de suite. Oui. Elle dit, tu sais, et elle me raconte, je dis, mais qui vous êtes, d'où vous venez? Je dis, on a été créé par une femme qui, elle, justement, a eu un enfant avec beaucoup de problèmes au cœur, pas qu'un. Et elle a dû faire beaucoup d'opérations et passer beaucoup de temps dans les hôpitaux. Et elle a dit, c'est trop dur de passer tout ce temps à ressasser, à penser, à s'angoisser. Bon, il faut faire quelque chose de productif. Alors, elle a pensé à faire cette association. Et c'est vrai que ça a apporté beaucoup de bien. Et c'était sa joie, cette femme, elle le faisait vraiment avec cœur. Je l'ai finalement rencontrée, elle faisait avec cœur les choses. Et ce n'est pas les mêmes cachets que la personne qui le fait parce qu'il faut le faire, que la personne qui l'a vécu dans sa chair. Elle le faisait vraiment, elle sentait. C'est-à-dire que quand elle m'a parlé, elle comprenait, mais mieux que moi. Enfin, c'est-à-dire, je me sentais vraiment comprise. Qui mieux que la personne qui passe par la même chose pour comprendre, d'accord? On a besoin de vivre, d'ailleurs, souvent je dis ça dans les cours, on devient amis, on se rapproche des gens qui ont vécu les mêmes expériences que nous. Maintenant, si moi j'ai dépassé, j'ai réussi à surmonter, j'ai vécu l'émotion, je me suis laissée aller à mon émotion, je l'ai acceptée sans juger, et bien après, je suis capable, quand je vois une autre personne, de l'aider, de la pousser à aller mieux. Je la prends par la main, je l'aide, et là, j'ai véritablement fait, je pense, le rôle qu'Hachem veut que je fasse. Parce que rien n'est par hasard. On a tous une influence les uns sur les autres. Et donc, si moi je dois vivre ça, c'est forcément pour apporter une expérience à quelqu'un de positif. Et donc, c'est ça à quoi me sert aussi mon émotion, parce que je fais les choses avec cœur. Oui. Pour un exemple par rapport à ce que vous avez cité. Oui. Par exemple, la personne, vous avez dit le cas de votre patiente qui entretenait des mauvaises relations avec sa mère. Là, vous avez donné un cas où il y a une personne. Là, vous avez vraiment deux mots.
mondes qui sont en interaction. Oui. Donc quand la personne elle s'exprime avec sa mère, justement, la solution c'est quoi? Donc même si elle s'exprime, parce que en termes de sortir d'émotions, ça peut être une mère, ça peut être un couple, ça peut être n'importe quelle relation, une amie, ça peut être, c'est transposable en fait comme une relation. Donc le conflit. Comment on gère quoi? Alors la solution c'est d'accord, je vais m'exprimer, mais si vous avez en face une personne. Non, il ne faut pas s'exprimer avec elle. Oui. Non, qui n'a pas la même perception de votre façon. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Ah non, alors non, ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris votre question. Ce que vous posez comme question, c'est très intéressant. Elle revient à chaque fois en plus. Mais c'est pas du tout. Ce que je dis, c'est pas d'exprimer à la personne. Ah oui. C'est important que je le précise. C'est pas d'exprimer à personne parce que ça peut générer encore plus de conflits. Et c'est ce qui nous arrive d'ailleurs. Pourquoi on prend sur nous alors là, quand on parle au niveau communication relationnelle, d'accord? Je suis dans le relationnel là. Je suis pas que par rapport à moi. Eh bien là, si je vais parler, par exemple à ma mère qui a eu l'impression elle de faire des tonnes pour moi, et je vais lui dire maman, je t'en veux. Là t'as dit ça, là t'as fait ça, là t'as. Non, là ça va pas le faire. Elle va se sentir blessée. On va pas réussir à communiquer. Ça va détruire même peut-être une bonne partie de ma relation et après des années pour la remettre en marche. C'est pas ça du tout, non. Si je m'exprime, ça va d'abord être, moi, de reconnaître mes sentiments, d'accord? Et ensuite, souvent en thérapie, je vais conseiller d'écrire une lettre qu'on va pas donner à la mère. Mais pour moi, je l'écris, je me libère, j'écris tout ce que je ressens, j'écris l'événement qui m'a causé du mal, du tort, et j'apprends à comprendre aussi ma mère. Par exemple, cette femme, je vous ai parlé aussi d'une femme dont sa mère a été abandonnée elle-même, tout ça. Alors, le fait de comprendre, de se mettre à la place de sa mère, eh bien, ça va changer sa perception. Parce qu'elle, elle s'arrête à « c'est ma mère, elle n'avait pas à faire ça ». Mais quand on voit la mère, c'est pas que ta mère, elle a aussi été enfant, elle a vécu telle chose, elle a fait... On va revenir aussi sur le passé. C'est l'acceptation. En fait. Exactement. Ça va être d'accepter, mais de savoir, pour arriver à accepter, ça c'est des étapes. Il faut d'abord, je passe par, je me libère moi, j'écris par exemple, ou même je parle. Alors, il y a un autre exercice que je fais parfois, c'est, on va prendre une chaise vide, parce que je vous ai dit, non je vous ai pas dit, l'imaginaire et le réel, il fait pas la distinction, le cerveau émotionnel, d'accord? L'inconscient, il fait pas de distinction. Donc, c'est très pratique en thérapie. Donc, je vais me mettre une chaise vide et je vais dire, voilà, là, imaginez qu'il y a votre mère, et on va rentrer dans l'imaginaire vraiment. Allez-y, parlez-lui. Et elle va exprimer. Et j'ai vu vraiment, parce que pour ceux qui sont sceptiques, vraiment, je le fais et je vois des personnes pleurer, alors que la mère, on est d'accord, elle n'est pas là. Mais elle a vraiment l'impression qu'elle est là, elle pleure, elle crie, et après, ça redescend. La tension, elle redescend. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on garde, et après, c'est qui que ça ronge? Là, c'est nous. Vous voyez? Excusez-moi, là c'est dans le cas d'une personne avec son parent. Oui. Mais quand vous êtes conseillère familiale, quand vous avez un couple devant vous, ils ne peuvent pas s'exprimer. Si. Non, bien sûr. Mais il faut savoir comment le faire. Il y a des fois où ça va trop. On est fort dans nos mots. Et du coup, après, c'est aussi irréparable. Et c'est très dur quand il y en a une qui entend. Je sais pas moi, des mots très très durs, t'es pas à la hauteur, tu m'as toujours déçu, de toute façon je t'aime plus. Ça fait mal et parfois l'autre n'est pas en mesure d'entendre ce genre de paroles pour après reconstruire, il n'a même plus envie de reconstruire. Souvent c'est « Ah tu m'aimes plus, bah alors je vois pas pourquoi on est là » et puis on arrête tout, vous voyez. Donc faut aussi savoir tourner, on va dire, le dialogue entre le couple pour apaiser les tensions et comprendre. Mais souvent ce que je fais en thérapie de couple, c'est pas que je vais pas toujours laisser parler, je vais choisir les moments où je laisse parler. Et on va plus aussi, parler aux besoins l'un de l'autre et à la douleur l'un de l'autre. Parce qu'en réalité, si je ressens l'émotion aussi forte, encore une fois, c'est pas par hasard. C'est parce que moi-même, peut-être, voilà, combien de couples j'ai eu en réalité qui se sont pas sentis aimés, respectés, ainsi de suite, parce que eux, dans leur enfance, ils se sont pas sentis aimés, respectés très fortement. Et on reproduit, bah oui, comme on a vu, on reproduit, et du coup, on va reprocher au mari nos 20 ans de souffrance. Alors que lui vient d'arriver dans l'image, d'accord, parfois. Et parfois, ça s'enlise. Quand c'est déjà 20 ans de mariage et que j'ai aussi eu 20 ans de souffrance, ça fait beaucoup sur le compte. Donc, faut remettre à jour. Mais voilà, il y a plusieurs. Avec le parent, ça va pas être la même chose que dans le couple, évidemment, puisque le couple, c'est au quotidien. Le parent, en général, quand la personne n'habite plus avec ses parents et qu'elle est déjà adulte, qu'elle est déjà mariée, mais qu'elle en veut encore à sa mère, alors on fait le coup de la chaise. Quand c'est avec le mari, c'est complètement différent parce qu'effectivement, il est là. Et après, il y a aussi, pendant la thérapie de couple, il y a des moments où je reçois que la femme, que le mari. Parce qu'il y a un moment de confrontation qui ne va pas être possible et qui va générer plus de douleur que de bienfaits. Donc, on va travailler chacun sur les douleurs du passé. Et une fois qu'on va se retrouver, on va être comme un peu nettoyé de nos émotions. Et là, on va pouvoir être plus objectif l'un envers l'autre. Maintenant, pour revenir aux blessures psychologiques,
et la guérison. En fait, comment on va guérir? Quand on va prendre conscience aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de la croyance, du faux self, mais on doit aussi prendre conscience du besoin psychologique. À partir du moment où je sais, alors je m'explique, c'est quoi le besoin psychologique? Il y a un besoin, en fait, la blessure, par quoi elle est causée? Par le fait que je n'ai pas été entendue au niveau de mon besoin. D'accord? Ça veut dire que mon parent, en général, surtout avant, c'est « Bon, t'as bien mangé, t'as un toit sur la tête, t'as des vêtements chauds, tout va bien. De quoi tu te plains ?» C'est vrai. Du moment que le parent a fait ça, déjà, il a fait beaucoup. Mais en fait, il y a aussi des besoins psychologique de l'enfant. Il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être valorisé. Tout ça, ça va faire que je vais me sentir ensuite plus grand, adulte, en droit d'exprimer, en droit d'être, en droit de parler, en confiance pour parler. Et je suis blessée parce que justement, mon besoin n'a pas été entendu à un moment X de ma vie, et du coup, plus tard, je vais en souffrir. Donc, pour réparer cette blessure, je vais devoir maintenant être à l'écoute de ce besoin et le combler, d'accord? Donc, pour revenir au sentiment de rejet, l'émotion, on a dit, c'est la peur. J'ai peur d'être rejetée. Ça va être quoi mon besoin psychologique qui va calmer ce sentiment de peur, qui va calmer ce sentiment de rejet? Ça va être le besoin d'appartenance. Je vais au contraire, même si j'ai peur de créer une famille, j'ai peur de me lier affectivement parce que j'ai peur d'être rejetée, eh bien j'ai besoin de ce lien pour me sentir appartenir à, entre guillemets, un clan, pour me sentir mieux, pour ne pas me sentir exclue, rejetée. Je me sens appartenir à une famille, ça me fait du bien, ça m'apaise, ça me calme, ça me réconcilie finalement. Il y a le sentiment d'abandon, c'est donc la détresse, l'émotion, on l'a dit. Eh bien, le besoin qui n'avait pas été écouté, c'est le besoin d'amour. J'ai été abandonnée, donc je ne me suis pas sentie aimée. C'est-à-dire, et donc la dépendance affective, c'est je vais trop donner, j'ai tendance à trop donner parce que j'ai besoin de beaucoup en fait. Donc, je crois qu'en donnant, je vais recevoir ce que je donne. Souvent, on a cette impression, ah moi j'ai beaucoup donné, mais j'ai pas autant reçu. Pourquoi? Mais parce que toi, tu as donné pour recevoir en vérité d'abord. Parce que tu étais en manque d'amour toi-même, donc tu as essayé de compenser en donnant. Et tu avais un grand besoin d'amour. Et donc le besoin qui n'a pas été écouté, c'était cet amour-là. Donc je vais avoir moi aussi maintenant, dans mon sentiment, pour calmer finalement cette détresse, oui, je vais avoir besoin d'amour pour apaiser. Mais pas forcément l'amour des autres. Je vais aussi devoir apprendre à m'aimer moi et à me donner de l'amour. Alors comment? Là encore en thérapie, ce qu'on fait avec l'imaginaire, c'est on va consoler notre enfant intérieur. On va revenir sur le passé, on va revenir sur des événements qui étaient difficiles, qui étaient douloureux pour moi, et je vais faire des étapes, mais pour consoler mon enfant intérieur. Et ça va comme guérir ce sentiment d'amour, puisque pour mon inconscient, c'est comme si j'avais vraiment reçu de l'amour à cette époque-là, parce que je reviens dans le passé, et donc je me sens mieux maintenant, ma blessure est pansée. Dans le sentiment d'humiliation, l'émotion associée, ça va être la honte. Et donc, je vais avoir besoin de respect. Puisque je me suis sentie humiliée, maintenant pour compenser, je vais avoir besoin de respect. C'est ça qui va apaiser ma honte. D'accord? Si je choisis par exemple un métier où il y a du respect, enfin on va me respecter, et ben ça va m'apaiser. Mais le mieux, parce que après je risque de même me plonger dans ma profession parce que je suis assoiffée de respect finalement. Je suis assoiffée que voilà. Mais il faut arriver à le faire même effectivement au niveau de ma famille, au niveau de mon entourage proche. Le sentiment de trahison, donc c'est la colère. Je suis en colère, je me suis sentie trahie. Et donc, j'ai un besoin maintenant de confiance. J'ai besoin de refaire confiance. Vous voyez? J'ai besoin d'être entourée de confiance pour compenser pour soigner cette douleur. Le sentiment d'injustice, c'est l'indifférence. J'ai eu l'impression qu'on était indifférent à moi. Et donc, j'ai besoin maintenant de reconnaissance. Encore une fois, ces 5 besoins, le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, le besoin de respect, le besoin de confiance, le besoin de reconnaissance, tout le monde en a besoin. D'accord? Maintenant, ceux qui ont cette blessure beaucoup plus forte, ils vont avoir un peu plus besoin d'amour ou un peu plus besoin de confiance. Vous voyez, il y a des gens ils vont pas être, par exemple, autant sur respect que l'autre, ou parce qu'il a eu ce qu'il lui fallait quand même, donc il n'est pas blessé, il n'est pas à vif. Vous voyez? Mais si je le suis, alors oui, je vais avoir plus besoin. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en thérapie, on va souvent s'apercevoir que, en fait, il y a un manque qui est complètement ignoré. Je ne me rends pas compte que j'avais ce manque-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je me suis isolée émotionnellement. J'ai cherché à me protéger. Donc, je ne vais pas me rendre compte que ça a été douloureux ou que j'ai eu ce manque. Tout simplement, ce manque, il n'a pas été là. Et comme mon faux self, il s'est mis en place, je ne suis pas conscient.
Et un peu comme je vous ai parlé tout à l'heure de cette patiente qui voulait être irréprochable, bah, elle était dans cet état d'esprit, elle ne se rendait pas compte qu'en réalité elle n'était pas détendue, qu'elle aurait eu besoin de peut-être un peu plus d'écoute, de relâcher un peu la pression. Au bout d'un moment, elle dit oui, c'est trop épuisant sous cette tension. Mais elle était à la course de « je veux pas qu'on me reproche quoi que ce soit, donc je me protège. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait quand je suis tellement concentrée sur ma protection que je me rends même plus compte de qui je suis, mes besoins, mes émotions. Ça y est, ça n'existe presque, c'est plus là. Je suis concentrée ailleurs, d'accord? Donc il faut regarder un peu plus à l'intérieur. Voilà, donc en résumé, on comprend que pour comprendre notre être intérieur, pour comprendre nos émotions, on doit savoir identifier nos mécanismes internes, qui eux-mêmes ils sont à l'origine de nos émotions. Les 5 blessures psychiques donc, que je vous ai dit, le rejet, qui ont lieu en général de 0 à 10 ans, d'accord? Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, sont des blessures qui nous marquent. Et si nous les traitons pas, eh bien, nous risquons d'être menés toute notre vie par des émotions négatives, incomprises en fait. Les émotions négatives, c'est des émotions incomprises. Et souvent, on va parler beaucoup dans cette génération, ce qui est bien aussi, mais de la pensée positive. Ah, il faut être pensée positive, faut penser positif, faut penser... Oui, mais quand je suis envahie d'émotions, quand j'ai refoulé pendant tant d'années mes émotions, vous pouvez m'en parler pendant 20 ans des pensées positives, elles vont pas me toucher. Je vais pas y arriver. Parce que moi-même, je suis comme dans une sorte de prison intérieure. Je suis enfermée dans toutes ces émotions depuis que je suis petit. Donc, depuis ces événements que j'ai pas digérés, et ainsi de suite, comme maintenant vous avez compris. D'accord? Alors, on peut me parler de pensée positive, c'est très beau, c'est très joli, mais ça peut pas fonctionner, parce que j'ai pas fait un travail de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Pensée positive, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est un Doliprane, quoi. Ça suffit pas. Il faut réussir à être en confiance pour sortir nos émotions et les accepter. Une fois que je les ai acceptées, que je me suis laissée aller, je nomme mes émotions. Là, je me suis sentie frustrée, humiliée, et même le faire au quotidien. Quand je vois, je sais pas, au niveau de ma famille, au niveau de mon couple, au niveau professionnel, je me suis pas sentie respectée, je me suis sentie humiliée, j'ai l'impression de faire partie des murs, j'ai l'impression qu'on me reconnaît pas, et donc j'ai craqué. D'accord? T'as le droit à juste nomme. Apprends à te connaître. En nommant, tu vas voir des fois, justement, ça va te faire du bien de comprendre qui tu es, par quoi tu es habité. Hein? Ça ronge la personne. C'est ça? Si vous pensez, ça vous ronge tout ça. Non, mais on pense pas, on nomme, on agit. Justement, faut pas ruminer. La rumination, justement, pourquoi elle est là? Parce que l'émotion, elle n'a pas été évacuée. Et je suis là, je ressasse. En vérité, il faut pas ressasser, il faut agir, déjà. Et il faut communiquer, enfin dire, partager, laisser aller cette émotion une fois pour toutes, l'accepter en fait. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'acceptation, c'est ça. Accepter l'émotion. Je me défais des croyances, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit d'être vulnérable, tu dois être parfaite, tu dois être toujours souriante, tu dois... Stop. 2 minutes, laisse-toi aller, laisse-toi pleurer, accepte-toi, t'as le droit de pleurer, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'être humain, t'es pas Dieu, donc tu peux pleurer et tu peux être vulnérable de temps en temps. Tu vas pas faire du mal à personne, au contraire, tu vas te faire du bien. Parce qu'après, ça ira mieux et tu afficheras aux autres un vrai sourire sincère et pas un faux que tu as affiché pour faire plaisir à tout le monde, à part toi-même. Donc, aussi, bien sûr, comprendre que ces 5 blessures qui m'habitent, à partir du moment où moi je les soigne, je les identifie, je les identifie, oui, je les repère et que j'arrive à les compenser, à les apaiser, eh bien, ça va servir pour mes enfants. Parce que sans le savoir, si moi-même je me sens trahie, je me sens humiliée, je me sens pas respectée, je vais le générer chez mes enfants parce que dès qu'il va pas être reconnaissant, je vais lui en coller une. Je vais être très impulsive, je vais pas comprendre pourquoi je suis si nerveuse. Si mon mari un jour il oublie quelque chose, d'un coup je vais démarrer au quart de tour alors que je sais que d'habitude je suis pas quelqu'un qui m'énerve comme ça. Pourquoi là je me suis énervée? Parce qu'en réalité, mon mari, j'attends plus de lui que des autres. Parce qu'inconsciemment, j'attends des dédommagement de mes blessures infantiles, si on peut dire. Donc, si je me soigne, si je prends la responsabilité de mon être, parce que c'est vrai, on a parfois tendance à vouloir soigner tout le monde, à vouloir aider tout le monde autour de nous, à vouloir écouter tout le monde, et on s'oublie. Et quand je m'oublie, je me soigne pas. Et après, je deviens énervée, aigrie, j'en veux à tout le monde. Et moi, personne ne s'occupe de moi. Moi, je suis toujours en train de m'occuper de vous. Et moi, bah, commence-toi par t'occuper de toi. Tu verras que toi, quand tu vas t'occuper de toi, tu vas être bien, tu vas sourire, tu vas être dans la joie. Et bien, tout le monde, d'un coup, ils vont être sympas. Pourquoi aussi?
parce que tes yeux, ils auront changé. Comme toi, tu seras bien avec toi-même, bah, tu ne verras pas les autres comme une agression. Mais si toi, tu es mal avec toi-même, parce que pour X raisons, encore une fois, ça vient du passé, il y a des choses qui se sont passées, voilà, eh bien, je vais en vouloir, je vais... C'était quoi ma dernière phrase, du coup, j'ai perdu le fil. Les autres ne seront pas vus comme une agression. Merci, voilà. Les autres ne seront pas vus. Voilà, ce qui est important, voilà, c'est une phrase importante. Attendez, je finis là-dessus. Une agression, c'est-à-dire après les autres sont vus comme une agression, alors que parfois c'est pas du tout le cas. La personne n'a pas voulu nous faire du mal, elle a voulu exprimer son ressenti. Voilà, j'ai l'exemple d'une adolescente qui a dit à sa maman, voilà, tu m'as interdit ça ou ça. J'ai pas compris cette réaction. Elle a été très mûre dans la façon qu'elle a eu de lui parler, et la mère, elle s'est tout de suite braquée. Ah, j'ai toujours tout fait, j'ai toujours tout donné, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu oses? C'est comme si tu disais que j'étais une mauvaise mère, en gros. Elle s'est tout de suite sentie agressée, alors qu'en fait, cette jeune fille, elle avait juste besoin de sentir que enfin, on n'est pas toujours parfaite, on est d'accord. Puis parfois, nous-mêmes, on ne se rend pas compte que bah, l'enfant, il n'a pas besoin de ça, il a besoin d'autre chose, ou je ne l'ai pas écouté à ce moment-là, ou je lui ai interdit un jour ça, et le lendemain, je lui ai permis, donc ça porté à confusion, j'ai pas été claire, ainsi de suite. Et nos enfants, on doit être prêts, en fait, à accueillir aussi ce qu'ils disent. Quand c'est dit avec respect, tout ça, il n'y a pas de raison que je les écoute pas. D'accord? Je suis pas la science infuse et je sais pas forcément exactement ce dont il a besoin, donc je dois être à l'écoute. Mais quand moi-même, je me sens mal avec moi-même, quand moi-même j'ai peur de pas être reconnue, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, eh bien, quand mon enfant va me faire une réflexion, je vais le prendre comme une agression. Tout de suite, c'est une flèche. Et du coup, l'enfant va sentir qu'il peut pas me parler, donc il va se renfermer et on va pas communiquer pour de vrai. Et du coup, je vais avoir une relation fausse avec mes enfants. Et ça peut être pareil avec mon mari. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même avec mes amis, enfin ainsi de suite. Mais je parle du mari, des enfants, tout ça, parce que c'est l'entourage proche. Avec nos amis, encore une fois, parfois c'est une façade. On va leur montrer une petite heure par-ci, une petite heure par-là. Mais ceux qui vivent avec nous, c'est eux qui voient notre vrai, véritable caractère. Donc, je dois être prête à recevoir, oui, la critique, ou oui, quelquefois des réflexions. C'est pas forcément pour me faire du mal, c'est parce que l'autre a besoin d'être entendu aussi. Et si je veux lui donner cette écoute, si je veux lui donner cette empathie, eh ben je dois moi-même être sain, guéri. Si je suis pas guérie, je prends tout comme une attaque, une agression. C'est tout le monde m'en veut, ou tout ce que je fais c'est mal, ou non, pas tout, ça c'est de la généralisation. C'est pas tout ce que tu fais est mal, mais c'est que toi t'as tellement mal que tu prends tout comme une agression. Donc vous voyez l'intérêt qu'on a de se soigner finalement intérieurement, parce que oui, ça ne se voit pas à l'œil nu. Quand on a un mot physique, on court chez le docteur en général, ou en tout cas on finit par y aller, même si on a mis de côté longtemps, à un moment ça nous rattrape. Mais quand c'est psychique, on croit que ça va passer tout seul. Et malheureusement, c'est loin de passer tout seul, au contraire, ça s'enlise parfois. Donc il faut savoir s'écouter, ne pas en avoir honte, ne pas culpabiliser. Au contraire, c'est une preuve d'amour pour soi, oui, mais pour les autres aussi. Puisque la femme, c'est le pilier quand même, on est sur tous les fronts. Eh bien, à partir du moment où nous, on prend la décision de se regarder en face, d'affronter nos émotions, de les lire, eh bien, on sera capable, nous aussi, de lire les émotions des autres. C'est comme, je disais une fois, c'est comme une carte de la route, d'accord? Si moi, je sais la lire, ma carte de route, eh ben, je saurais lire celle de mon enfant avec un autre chemin, et celle de mon mari. Ok, ils auront chacun un chemin différent, des panneaux différents, mais j'ai appris à lire la mienne, donc je saurais lire la leur. Et donc, je pourrais les guider. Et c'est justement ce qu'on nous demande en tant que femme aussi. On dit la femme, l'homme c'est le cerveau et nous on est le cou. On doit guider. D'accord? Maintenant, si moi-même je ne sais pas lire ma carte, je ne sais pas me lire, comment je vais l'aider? Comment je vais guider qui que ce soit? On va aller droit au mur. Si moi je sais me lire, alors je pourrais aider les autres. Et je pourrais trouver les bons mots. Et je pourrais utiliser mes 9 mesures de parole à bon escient. Voilà. Je crois que c'est bon. Amen, amen, amen.